Oui, bonjour à tous. Catherine Jamant-Servel, Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Il est 13h26. On va peut-être attendre encore quelques minutes, 2 minutes avant de commencer ce webinaire. Alors. Il tourne. Comment? Okay, ça fait ça. Ah oui, on n'a pas prévu. Ok, non, c'est pas un souci. C'est juste pour savoir comment on est. Assuré. Pas de souci. On parle en français. On a 29. On attend une minute. Le 32. Une minute. Une minute. On commence, oui, 32 participants. Il est effectivement 13h33, donc on va commencer donc ce webinaire. Ce webinaire qui est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne dans le cadre du réseau Enterprise of Network. Et nous allons donc dans ce cadre-là traiter de la réglementation liée à la mise sur le marché sur les déchets d'emballage. La directive de 1994 fixe un cadre réglementaire pour les emballages et les déchets d'emballage, et ce texte a été transposé dans les différentes réglementations nationales des États membres de l'Union européenne. La directive donc est transposée, le cadre réglementaire national est fixé et concerne tous les types d'emballages ainsi que tous les opérateurs qui mettent sur le marché des emballages, des produits emballés. Ici, ça sur toute l'Union européenne, bien sûr. C'est donc des conséquences assez impactantes pour ces opérateurs économiques. Et nous allons donc aborder tous ces sujets pendant 1 heure avec nos 2 experts, Christa Gessinger et Antoine Stillot, de la Chambre de commerce franco-allemande, de commerce et d'industrie franco-allemande, pardon. La réunion va se dérouler en 2 temps.
une première intervention à 2 voix pendant 45 minutes, puis ensuite, nous aurons un temps pour les questions d'une quinzaine de minutes. Vous nous aurez au préalable, bien sûr, posé vos questions via le chat tout au long de la présentation. Si vous avez aussi des problèmes techniques liés à l'écoute ou à la vision de ce webinaire, n'hésitez pas à nous signaler. Via le chat, on essaiera de vous aider. Voilà, je vais laisser tout de suite la parole donc, à Christa Giesinger dans un premier temps, et puis je reviendrai pour le temps des questions. Merci beaucoup. Comment on change de... C'est ça? C'est là? Ok. Oui, bonjour à tous. Merci à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon Métropole de nous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Je m'appelle Christa Giesinger, je suis responsable du service environnement à la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie et je suis donc accompagnée de M. Stilo qui est consultant auprès de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie pour tout ce qui est relatif à la réglementation des déchets d'emballage en Allemagne et en Autriche notamment. Avant de commencer le webinaire, je souhaitais vous présenter très rapidement la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Nous sommes basés à Paris et nous avons trois rôles principaux. Donc, tout d'abord, nous sommes le représentant du ministère de l'économie allemand en France. Nous sommes, comme le sont aussi les chambres de commerce et d'industrie en France, une association de membres. À ce titre, nous organisons des échanges, des possibilités d'échange entre les entreprises allemandes implantées en France. Et nous sommes également prestataires de services, puisque nous ne sommes pas financés nous n'avons pas d'adhésion obligatoire. Les services que nous proposons ressemblent beaucoup à ceux que vous connaissez d'une chambre de commerce et d'industrie en France. Donc, par contre, nous, on va s'intéresser notamment aux problématiques de transfrontaliers. Donc, dans le domaine du droit et de la fiscalité, par exemple, nous établissons les déclarations de détachement. Nous nous occupons des formalités relatives à l'implantation des sociétés en France. Le service de formation propose notamment des séminaires interculturels dans le domaine franco-allemand et le service marketing, notamment, en fait, c'est la recherche de partenaires commerciaux pour des sociétés allemandes en France. Notre service, le service environnement, accompagne les entreprises dans les réglementations relatives à la responsabilité élargie du producteur en Europe. Donc, ça concerne aussi bien les emballages que les déchets électriques et électroniques, les piles, les meubles en France, les textiles. Et la spécificité que nous avons au service environnement, que nous ne traitons pas uniquement la thématique entre la France et l'Allemagne, mais que nous couvrons toute l'Europe. Nous accompagnons également les sociétés dans la déclaration de leurs produits chimiques, donc les déclarations Synapse en France. Nous les assistons dans les procédures de certification, en France notamment auprès du CSTP, et proposons des études individuelles selon les besoins des entreprises dans tous les domaines de l'environnement. La thématique des déchets d'emballage, nous l'orientons cet après-midi autour de 3 axes. Tout d'abord, je vais vous présenter rapidement les objectifs de la directive européenne de 1994, avant de rappeler comment celle-ci était transposée en droit français. Il
pour ensuite pouvoir mieux comparer justement la transposition de cette directive en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni. La directive européenne de 1994 avait en premier lieu pour vocation de harmoniser les législations qui existaient déjà. En France, on avait déjà la directive, le décret Lalonde en 92. En Allemagne, le décret Töpfer avait introduit déjà une responsabilité élargie du producteur quant aux emballages. Donc, l'objectif était vraiment de harmoniser ces mesures au niveau européen. La directive prévoit que les entreprises mettent en place des mesures qui préviennent la production de déchets d'emballage, donc qu'elles prennent dès la création d'un produit en compte quel va être le volume d'emballage mis sur le marché et de réfléchir aussi à ce moment-là déjà sur la recyclabilité de ces produits, des emballages qu'ils vont utiliser. La directive incite les États membres à développer des systèmes de réutilisation des emballages. Donc là, c'est notamment les systèmes de consigne qu'on connaît dans les pays nordiques quant aux bouteilles de boissons. Elle fixe des objectifs pour l'utilisation et le recyclage de déchets d'emballage. Donc là, c'est par matériaux. Donc le quota de recyclage demandé ne va pas être le même selon s'il s'agit du verre ou du papier, qui sont simples à recycler, et où des filières existaient déjà depuis longtemps. Et par exemple, le quota pour le plastique, où les filières ont commencé à émerger dans les années 90 et qui se développent de plus en plus, mais le plastique est aujourd'hui toujours une matière problématique à recycler. La directive donnait aussi une impulsion aux États membres pour instaurer des systèmes de collecte de recyclage, pour ainsi permettre aux producteurs de pouvoir remplir les obligations que leur donnaient les législations nationales. Donc, on va regarder rapidement comment la France a transposé donc, cette directive. La directive, on ne peut même pas dire qu'elle a été transposée parce que le décret Lalonde a déjà été adopté en 1992 et il donnait donc une obligation aux producteurs de produits emballés de reprendre et de pourvoir à la collecte et au traitement des emballages ménagers. Ce décret de 1992 ne traitait que les emballages ménagers, donc dont l'utilisateur final était le ménage. En 1994 a été adopté le décret relatif aux emballages industriels et commerciaux. Et donc, contrairement à ce qui est dit le décret relatif aux emballages ménagers, dans le domaine des emballages industriels et commerciaux, c'est le détenteur final et non le producteur de l'emballage qui est responsable du traitement correct des emballages. Pour pouvoir remplir les obligations des producteurs des emballages ménagers, deux systèmes de producteurs ont vu le jour, donc Éco-emballage, qui avait était un regroupement, donc toujours un regroupement. Aujourd'hui, Éco-emballage a changé de nom et s'appelle CTO. Donc, c'est un regroupement de producteurs de tout domaine. Et Adelph était au départ un regroupement de producteurs des emballages de poissons, donc notamment des bouteilles en verre. Aujourd'hui, Adelph est en charge notamment des emballages des médicaments. CTO, donc emballage à l'époque, et Adelph ont introduit un système de bonus et de malus en 2012. Ce système devait justement favoriser l'utilisation d'un ou tel matériau d'emballage.
Donc, les matériaux difficilement recyclables étaient, donc la contribution pouvait ou peut doubler selon les cas. Et donc, il y a vraiment une modulation des tarifs par Citeo en fonction de la recyclabilité des matériaux d'emballage. La France a aussi, plutôt Citeo et à l'époque de l'emballage, a instauré des messages de tri afin que la population soit informée plus clairement sur les emballages qui peuvent être recyclés et qui doivent donc être triés à part, et ceux qui sont à collecter avec les ordures ménagères de base. Et donc la poubelle grise et la poubelle bleue, jaune, selon les communes. Et ce message infotri a été donc développé par Citeo. Et en 2014, il y a un décret qui est sorti relatif au Triman, qui stipulait que tous les emballages et les produits, donc non seulement les emballages, mais aussi les produits recyclables, qui sont soumis à une consigne de tri, c'est-à-dire qui sont collectés ou qui sont collectés à part, doivent être revêtus de ce logo Triman. Et le point vert, qui était longtemps obligatoire en France, donc n'est plus, donc c'est facultatif de marquer ces emballages avec le point vert depuis 2017. Au fait, à cette époque-là, il y a eu un nouveau système qui a eu l'agrément, donc le système LECO, qui avait obtenu un agrément comme nouveau système en France. Par contre, faute de financement, il n'a pas pu travailler de façon opérationnelle sur le marché. Et comme vous le voyez en bas, donc sur les logos, aussi bien que l'Infotri que le Triman sont des logos qui ne sont utilisés vraiment qu'en France. Donc, dans les autres États membres, ils n'ont pas de signification. On ne sait pas forcément à quoi ça peut correspondre. Donc, je vais laisser la parole à M. Stilo pour vous présenter la transposition de la directive en Allemagne et en Autriche. Donc, bonjour de ma part aussi. Alors, concernant la réglementation en Allemagne, il y a une nouvelle loi, une première loi allemande sur les emballages, le Verpackungsgesetz, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019, donc le mois dernier. Elle remplace les décrets relatifs aux emballages qui étaient en place jusqu'alors. Et un des principaux changements avec cette nouvelle loi est la création d'une autorité administrative appelée LUCID en anglais ou Zentrale Stelle für Verpackungsregister en allemand, et qui est chargée de contrôler les entreprises dans le respect de la réglementation relative aux emballages. Les emballages adressés par la loi peuvent être catégorisés en 3 catégories, pour lesquelles je reviendrai ensuite sous le titre de la responsabilité. Donc, la première catégorie, c'est les emballages ménagers, c'est-à-dire les emballages à destination du consommateur final, qui peut être un ménage ou aussi un lieu de collecte assimilé à un ménage. Donc, par exemple, une école, ou bien aussi un hôpital, ou imaginons une entreprise artisanale aussi. La deuxième catégorie, ce sont les emballages de transport qui se distinguent des emballages ménagers et qui peuvent être typiquement des palettes. La troisième catégorie sont les consignes à usage unique. Donc, c'est une spécificité allemande selon laquelle le producteur est obligé de prélever, d'ajouter une consigne à un certain emballage qui répond aux critères fixés dans la loi. Donc, par exemple, pour dans le domaine des boissons, c'est souvent les bières, par exemple, ou les sodas, quelque chose comme ça. Donc, concernant la responsabilité, les règles générales par rapport aux emballages ménagers sont que c'est le premier metteur en marché du produit et de l'emballage ménager
qui a l'obligation d'adhésion à un système de collecte et de valorisation des emballages. Et depuis cette nouvelle loi, depuis l'entrée en vigueur en 2019, l'obligation d'enregistrement à l'autorité administrative lucide, ainsi que l'obligation d'effectuer toutes les déclarations qu'il effectue à son système de collecte, également auprès du registre. Donc, le premier metteur en marché est défini comme celui qui met en premier sur le marché allemand l'emballage. Dans un contexte franco-allemand, puisque c'est ce qui nous intéresse, vous intéresse sûrement, c'est un peu plus difficile de distinguer qui est le premier metteur en marché. On considère en règle générale que pour une entreprise française qui exporte en Allemagne, elle est responsable, l'entreprise française, si elle est responsable juridique des emballages quand ils entrent sur le territoire allemand. Donc, si vous êtes concerné ou non par cette responsabilité, va dépendre du contrat que vous avez conclu avec votre partenaire commercial allemand, souvent en incoterm. Il y a une exception à cette règle, qui est une exception relative aux marques de distributeurs, MDD, pour lesquelles cette responsabilité ne prend pas, sous la seule condition que l'emballage n'indique comme référence au marquage que le client allemand. Donc à partir du moment où sur l'emballage il y a également le nom de votre société, cette exception ne prend plus et c'est bien vous qui êtes responsable des emballages mis sur le marché en Allemagne, sous la condition évidemment toujours que vous êtes responsable juridique des emballages au moment de l'entrée sur le territoire allemand. Ça, c'est pour les emballages ménagers. Concernant ensuite les emballages de transport, c'est en règle générale, à nouveau, l'importateur qui a l'obligation de reprise de ces emballages. Pour l'obligation de reprise, il peut évidemment aussi adhérer à un système de collecte, s'il le souhaite. Il y a également la possibilité pour un importateur allemand de charger son fournisseur français de remplir toutes les obligations relatives aux emballages, éventuellement contre refacturation. Donc, il y a tout à fait la possibilité de voir avec votre importateur si la société française veut peut-être prendre en charge également cette responsabilité. Concernant ensuite les consignes à usage unique, c'est à nouveau le premier metteur en marché qui a cette fois l'obligation d'adhésion à un système unique de gestion de la consigne à usage unique en Allemagne, qui est la Deutsche Pfandgesellschaft. Le système unique de consignation, justement, se distingue par rapport au système de collecte et de valorisation d'emballage par le fait que la prestation de services de collecte et de valorisation d'emballage est ouverte à la concurrence en Allemagne. Il y avait autrefois un monopole qui a été brisé il y a plus d'une dizaine d'années, et donc plusieurs systèmes qui se sont établis, il y en a actuellement 9, avec des tarifs différents et des conditions, des modalités de contrat différentes. Donc la possibilité pour toute entreprise de négocier, souvent à partir d'un certain volume, le tarif et les conditions auxquelles elle adhère à un système dual. C'est dans ce cadre que nous proposons en tant que dans le service environnement une prestation de recherche qui est particulièrement intéressante, enfin, d'analyse de marché qui est particulièrement intéressante pour les gros volumes d'exportation. Vous avez également, c'est une spécificité allemande, la possibilité de conclure plusieurs contrats. Donc, vous n'êtes pas obligé d'adhérer pour tous vos emballages à un système. Vous pouvez en choisir plusieurs et justement mettre en concurrence les systèmes pour jouer éventuellement sur le prix. Concernant le marquage, il n'y a pas d'obligation de marquage obligatoire en Allemagne. Le logo point vert est très connu par le public allemand, mais il n'est pas nécessaire de la poser sur vos emballages. Si vous souhaitez toutefois la poser sur vos emballages, il fera l'objet d'un contrat de licence spécifique à l'Allemagne qui est à conclure avec le seul détenteur du droit de licence d'Allemagne, qui est le DSD. C'est également un système dual.
Voilà. Des spécificités allemandes, donc en vertu de cette nouvelle loi, chaque société considérée, enfin responsable, donc considérée comme premier metteur sur le marché, ou bien dans le cas d'emballage de transport, l'importateur est obligé de s'enregistrer auprès du registre central allemand des emballages, du CID. Vous devrez donc créer votre compte, renseigner un certain nombre d'informations sur votre société, si vous êtes concerné, et ensuite effectuer des déclarations sur le compte de cette autorité administrative. Ensuite, afin de déterminer quels sont les emballages concernés par l'obligation d'adhésion, ou si votre emballage n'est pas concerné, le registre met en ligne un catalogue qui a vocation à déterminer très précisément, selon le produit que vous exportez, si l'emballage, en fonction de la taille, du poids, est concerné par cette nouvelle loi ou pas. Donc c'est un catalogue en ligne qui est consultable et qui est actuellement en cours d'actualisation, puisque c'est quelque chose de très nouveau, et donc il n'est pas encore complètement complété, mais c'est à venir et vous pouvez déjà le consulter en ligne sur le site du registre Lucide. Une autre spécificité est que vous avez besoin d'effectuer une déclaration d'intégralité, donc en fait un contrôle par un commissaire aux comptes, si vous dépassez certains seuils. Donc c'est 80 tonnes pour le verre, 50 tonnes pour le papier carton et 30 tonnes pour le plastique ou autre. Ça sert juste à contrôler la véracité des informations que vous avez fournies dans votre déclaration au système dual et au registre. Par rapport à la France, il n'y a pas encore en Allemagne de critères d'éco-modulation, mais ils sont prévus par cette nouvelle loi sur les emballages. Donc nous verrons au cours de cette année les résultats qui seront faits, les systèmes doivent proposer des solutions, et le registre proposera également au cours de l'année des idées, des modalités pour tenir compte de l'éco-modulation des emballages. Donc c'est un thème à venir dont nous allons évidemment donner des informations sur notre site. Concernant ensuite l'Autriche, alors nous avons 3 textes importants en Autriche qui sont la loi sur le traitement des déchets de 2002, le décret des emballages de 2014 et un décret sur la délimitation des emballages de 2016. Dans la même approche, les emballages concernés sont en gros les emballages ménagers, donc à destination des ménages et assimilés ménages. La catégorie des lieux de collecte assimilés des ménages est en gros similaire à celle applicable pour l'Allemagne. La deuxième catégorie d'emballage, c'est les emballages industriels ou à usage commercial. La responsabilité pour les emballages ménagers, donc sous le point 1, revient à la société basée en Autriche. C'est un principe qui vaut, sauf pour le cas où, par exemple, une société française exporterait directement par correspondance à un consommateur final situé en Autriche. Dans ce cas-là, n'ayant pas de société basée en Autriche dans cette relation, c'est à la société basée à l'étranger, donc la société française, que reviendrait cette obligation. Mais sinon, c'est toujours la société autrichienne qui est responsable des emballages ménagers, qui a l'obligation d'adhésion à un système de collecte et de valorisation. Cependant, une prise en charge est tout à fait possible par une société étrangère. Donc, si l'entreprise française veut prendre en charge ce dossier, il faudra remplir un certain nombre de modalités. L'entreprise autrichienne restera juridiquement la première responsable, mais c'est tout à fait envisageable, et nous avons des clients qui font ça. Vous pouvez tout à fait aussi prendre en charge ce dossier en France pour l'Autriche. Pour les emballages industriels, ensuite, la responsabilité revient uniquement à la société basée en Autriche.
puisqu'il n'y a pas de ce cas pour la vente par correspondance. Donc, obligation de reprise pour les emballages de transport, pour lesquels vous pouvez évidemment aussi adhérer à un système en Autriche. Concernant les systèmes différents de collecte et de valorisation des emballages, la situation en Autriche est sensiblement la même qu'en Allemagne. Vous avez une mise en concurrence de ces services, donc des tarifs et des conditions différentes selon les services, et actuellement 8 systèmes en tout qui assurent les systèmes de collecte et de valorisation pour les emballages ménagers ou de transport. Vous avez aussi, comme en Allemagne, la possibilité de conclure plusieurs contrats avec les systèmes dual pour certaines parties de vos emballages. Donc, par exemple, vous allez conclure avec un système pour tous les emballages de verre que vous exportez en Autriche, parce que ce système vous donne un tarif particulièrement intéressant, et tout le reste de vos emballages peut faire l'objet d'une adhésion à un autre système dual avec lequel vous aurez un autre tarif peut-être encore plus avantageux que d'autres. Pour le marquage, il n'y a pas de marquage obligatoire en Autriche, donc le logo point vert n'est plus obligatoire. Si vous souhaitez l'apposer sur vos emballages, il vous faudra un contrat de licence spécifique pour l'Autriche, qui est seulement disponible auprès d'ARA, qui détenait anciennement le monopole en Autriche. Les spécificités du système autrichien sont que vous avez une contribution forfaitaire pour tous les systèmes si vous restez en dessous d'un certain tonnage par an, donc 1500 grammes par an, 1500 kg par an, évidemment. Ce qui est particulièrement avantageux pour les petits exportateurs. Une autre spécificité importante pour l'Autriche est la méthode de calcul tarifaire qui s'appelle la méthode de GVM. Donc, vous avez, selon la catégorie de matériaux dont font partie vos exportations, vos produits, une répartition différente tarifaire selon le tarif pour les emballages ménagers et les emballages industriels. L'idée, c'est que un certain nombre d'emballages considérés comme emballages ménagers se retrouvent dans des systèmes de collecte pour les emballages industriels. Et donc, vous pouvez avoir des pourcentages, par exemple, de 60% d'un produit qui serait calculé selon le tarif applicable pour l'emballage ménager, et les 40% restants selon le tarif applicable pour le même produit, mais pour l'emballage industriel. C'est une spécificité autrichienne donc, qui complexifie un peu la chose. Ensuite, concernant la situation où la société étrangère, donc par exemple française, prend en charge l'obligation d'adhésion à un système dual en Autriche, la société française a l'obligation d'établir une déclaration légale qui atteste que c'est bien elle qui prend en charge toutes ces obligations, parce que, comme je vous disais, c'est la société autrichienne en fait qui reste la première responsable, ou les sociétés autrichiennes différentes. Donc, c'est un document simple à établir, mais c'est quelque chose dont il faut être conscient. Et vous pouvez le plus souvent mettre ce document en ligne sur le site de votre système dual pour que tous vos clients autrichiens pourront le consulter et, si nécessaire, le télécharger pour le montrer en attestation aux autorités ou aux autres systèmes dual pour contrôler s'ils sont bien en règle et si vous êtes bien en règle avec la réglementation d'Autriche. Voilà. Donc là, nous allons aborder la transposition de la directive en Espagne. Donc, la directive a été transposée en 1997 en Espagne par la loi sur les emballages et les déchets d'emballage. Cette loi concerne, comme dans les
autres pays qu'on a vus, tous les emballages, donc aussi bien les emballages de vente, les emballages de coupage et les emballages de transport. La responsabilité incombe, comme en Autriche, donc la responsabilité quant à la collecte et le traitement des emballages incombe à la société qui se trouve sur le territoire espagnol. Dans le cas des emballages ménagers, un fournisseur étranger a toutefois la possibilité d'adhérer pour le compte de la société espagnole, exactement comme en Autriche, et c'est par le biais d'un mandat qui sera établi par le client espagnol et qui donne donc par écrit au fait l'ordre, si on peut dire, au fournisseur étranger d'adhérer à sa place au système qu'on verra par la suite. Donc, légalement responsable restera la société espagnole, mais le fournisseur étranger peut établir à la place du client espagnol la déclaration auprès des Carambalas. Une exception existe pour les marques de distributeurs. Donc, dès lors qu'un produit ou donc qu'un emballage ne revêt que en tant que producteur l'importateur, donc ce qu'on appelle les marques de distributeurs propres, et il n'y a aucune mention contre le fournisseur étranger, l'obligation de déclarer au système ne peut pas être prise par le fournisseur étranger. C'est exactement le même principe qu'en Autriche. Donc, quand il s'agit de vente par correspondance depuis un pays étranger, un client final, donc ménager, en Espagne, là, dans ce cas-là, une société étrangère a l'obligation d'adhérer à un système espagnol. Et donc, au niveau des systèmes, il y en a qu'un en Espagne, c'est Ecoembalajes. Et il y a un système qui s'appelle Ecovitro, mais qui s'occupe du verre, mais au fait, il y a une étroite collaboration entre les deux systèmes. Et donc, on ne fait qu'une déclaration et Ecovitrio est, si on veut, intégré dans le système Ecoembalajes. Le marquage est aujourd'hui toujours obligatoire en Espagne. Et donc, c'est un des rares pays, avec 4 autres, qui maintiennent l'obligation d'apposer le marquage du point vert sur les emballages qui sont déclarés au système. En Italie, la directive a été transposée en 2006 par le décret législatif 152-06. Par contre, il y avait déjà un décret auparavant, à la fin des années 90. Donc, c'est un décret qui élargit et qui prend en compte quelques nouvelles dispositions européennes. Donc, comme dans les autres pays, tous les emballages sont concernés par le décret, les emballages de vente, les emballages de coupage et les emballages de transport. Aussi, en Italie, la responsabilité incombe automatiquement à la société qui est basée en Italie. Donc, un exportateur qui livre des produits en Italie n'a aucune obligation par rapport à la loi italienne sur les déchets d'emballage. Par contre, si, pour des raisons de contrat, de négociation, une société étrangère souhaite vraiment prendre en charge les obligations et l'adhésion à un système en Italie, il lui faudra obligatoirement établir une déclaration, donc obtenir un numéro de TVA et d'établir donc les déclarations de TVA en Italie ou de nommer un représentant fiscal. Et une exception un peu dans les pays européens, en Italie, même pour des ventes au consommateur final par le biais de l'Internet ou d'autres moyens de correspondance, il n'existe pas encore une obligation pour le fournisseur étranger. Par contre, c'est un sujet qui est donc effectivement en discussion déjà depuis plusieurs années et il y a de fortes chances que dans un futur très proche, ces dispositions vont changer et que dans le cas de vente par correspondance, les fournisseurs étrangers auront une obligation.
les systèmes de collecte et de valorisation d'emballage qui existent en Italie. Donc, il y a un consortium national de l'emballage qui s'appelle CONAI. Et il existe aussi des consortiums pour chaque matériau d'emballage. Donc, pour l'acier, l'aluminium, le papier, le bois, le plastique et le verre. Et les sociétés ils peuvent toutefois décider de remplir leurs obligations par exemple en créant un système de consigne, ou ils peuvent tout à fait organiser la reprise de leurs emballages de façon individuelle. C'est tout à fait permis par la loi. Par contre, toutes les sociétés sont concernées. Donc ça, c'est vraiment une spécificité italienne. Ce n'est pas uniquement la personne qui met le produit emballé sur le marché qui a une obligation d'adhésion, mais déjà le fabricant de l'emballage vide, le fabricant d'emballage sans qu'il y ait un produit dedans. Après, on parle donc ça, c'est ce que je définis ici comme producteur d'emballage, ce qui serait peut-être plus juste dire fabricant de l'emballage. Et ensuite, donc, les conditionneurs et les utilisateurs de l'emballage, ce sont ceux qui remplissent un emballage vide. Eux aussi, ils ont une obligation d'adhésion à un système du moment où ils n'ont pas organisé leur système eux-mêmes. Et en fonction de leur positionnement dans la chaîne, ils ont des obligations différentes. Donc, un fabricant d'emballage, il devra adhérer à CONAI et à un consortium d'emballage, mais il ne payera que une cotisation d'adhésion, mais il ne sera pas soumis à établir des déclarations périodiques et il ne devra pas payer une éco-contribution en fonction des emballages mis sur le marché. Par contre, le conditionneur, lui, il sera donc aussi obligé d'adhérer à CONAI, éventuellement à notre consortium, et il sera, en plus de la contribution d'adhésion, il sera dans l'obligation d'établir des déclarations périodiques et de payer des contributions en fonction du volume d'emballage mis sur le marché. L'utilisateur final n'a aucune obligation d'adhérer. Donc, comme on a vu que dans le cas de la vente par correspondance, actuellement, un fournisseur étranger n'a pas d'obligation. Ce n'est pas pour autant que la personne qui va recevoir la marchandise aura une obligation. Le dernier pays que nous allons regarder cet après-midi, c'est le Royaume-Uni qui fait encore partie de l'Union européenne. Et donc, les dispositions législatives relatives aux emballages et aux déchets d'emballage sont écrites dans ce qu'on appelle les Packaging Waste Regulations de 2007. Cette loi concerne tous les emballages et comme en Italie, seules les sociétés qui sont basées au Royaume-Uni ont une obligation par rapport à cette disposition. Et ça concerne aussi bien la vente aux distributeurs et aussi la vente par correspondance. Donc, comme en Italie, une société qui aujourd'hui vend des produits par correspondance au Royaume-Uni à des utilisateurs finaux n'a pas d'obligation d'adhérer à un système. Et une spécificité britannique, c'est que le Royaume-Uni a introduit un seuil en dessous duquel une société, même si elle est britannique, même si elle est située au Royaume-Uni, n'a pas d'obligation. Donc, seulement les sociétés qui mettent plus de 50 tonnes d'emballage sur le marché ont une obligation. Et donc, ces 50 tonnes d'emballage sont accompagnées aussi d'un chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires de la société, est au-dessus de 2 millions de pounds. Et pour ceux qui sont tout en bas, tout au début de ce seuil, donc les sociétés qui font un chiffre d'affaires entre 2 millions et 5 millions de pounds,
Il y a une facilité, en fait, les déclarations qu'ils doivent faire sont ils ont juste à se déclarer auprès de l'Agence de l'environnement. Voilà, leurs obligations sont bien moindres que ceux des autres sociétés concernées par les dispositions. Au Royaume-Uni, les sociétés peuvent choisir entre plus de 30 systèmes pour remplir leurs obligations. Ils ont néanmoins aussi la possibilité de remplir leurs obligations par eux-mêmes. Donc, de s'enregistrer directement auprès de l'Agence de l'environnement. Donc, avec la spécificité, bien sûr, qu'au Royaume-Uni, il faut s'enregistrer dans l'Agence de l'environnement de chaque région, aussi bien en Écosse qu'au Pays de Galles et l'Angleterre. Voilà. Donc là, c'est vraiment spécifique. Et même dans les systèmes, quand vous regardez, il y a effectivement des systèmes qui sont à créer dans chaque région. Et les sociétés, on y viendra tout à l'heure, ils ont une facilité de remplir leurs obligations par eux-mêmes parce que le Royaume-Uni utilise un système qu'on appelle le système des PRN. Donc, c'est des Packaging Waste Recovery Notes. Et donc, c'est un système comme c'est comme une action. Donc, on va acheter, au fait, les sociétés de recyclage vont traiter les emballages qui, auparavant, ont été collectés par la municipalité. Et en fonction du tonnage recyclé, ils éditent ces notes, ces Packaging Waste Recovery Notes, les PRN. Et donc, la société qui met sur le marché des emballages, elle achète ces notes, ces actions. Voilà. Et donc, il y a tout un marché qui fonctionne. C'est que les sociétés de recyclage éditent ces notes et les sociétés qui mettent sur le marché les emballages ou les éco-organismes achètent ces PRN. Et donc, c'est un marché qui s'autorégule. Il n'y a pas d'intervention de l'État. C'est en fonction si, par exemple, le recyclage, donc il y a un prix qui est fixé pour ces notes. Et par exemple, quand les recycleurs ils ont besoin de faire des investissements, ces notes ils vont avoir un prix plus important et permettre donc par ce biais aux sociétés de faire des investissements. Et quand il y a assez d'investissements, voilà, le prix il va baisser. Donc c'est vraiment un système très spécifique au Royaume-Uni. Autre spécificité au Royaume-Uni, c'est comme en Italie, tous les opérateurs de la chaîne de distribution sont impactés. Donc, par exemple, je prends le producteur de l'emballage, donc le fabricant de l'emballage vide, par exemple, il payera 6%. Donc, sur une base de 100%, il va être facturé 6% de la contribution. Le vendeur lui-même de l'emballage va être facturé à hauteur de 46%. Et ainsi, chaque personne dans la chaîne a un pourcentage attribué. Un importateur, lui, il reprendra effectivement les obligations de toute la chaîne. Il sera donc, a priori, il aura un pourcentage de 100%. Au niveau du marquage, le point vert est utilisé au Royaume-Uni et il y a plusieurs systèmes qui ont la licence, donc pas un seul. Il y a déjà WastePack et WellPack qui ont la licence. Donc, les sociétés, c'est comme en Allemagne, quand on décide de choisir un système pour la prestation de traitement des emballages, mais qui n'a pas la licence, et si on a le point vert sur ces emballages, il faudra en plus conclure un contrat de licence avec un détenteur de licence.
Je vous remercie pour votre attention et maintenant, Nous allons passer donc effectivement aux questions. Alors, j'ai une première question de Christophe. Est-ce que la réglementation, les réglementations concernent les emballages de protection, par exemple des emballages qui seraient utilisés pour protéger des téléviseurs? à l'intérieur d'un carton de vente, oui, Voilà. Donc, c'est un emballage de vente. le plastique bulle, par exemple, qui est glissé entre le téléviseur et le carton, Ah oui, est concerné. tout ça, Tous les emballages sont l'ensemble, concernés. voilà. Quand moi je ménage, je vais dans un magasin, je prends le téléviseur, tout ça, c'est considéré comme emballage de vente. Okay. Deuxième question aussi de Christophe. Faut-il appliquer le message de tri, ça c'était pour la partie réglementation française, sur les emballages de produits non alimentaires, comme par exemple des emballages de produits ménagers, d'électroménagers? Ah, la consigne de tri, est-ce qu'elle s'applique aussi, le message pardon, de tri, est-ce qu'il s'applique à des produits non alimentaires? Le message de tri, oui. Le logo CITIO, oui. Par contre, au niveau du Triman, il y a une exception. Donc, la réglementation s'applique. Par contre, les déchets électriques et électroniques étant soumis à une autre à la directive des 3 heures et à la poubelle barrée. Donc, ils sont exemptés du Triman. Ok. Donc, pas de Triman, poubelle barrée pour, par exemple, de l'électroménager. Voilà, il y a la poubelle barrée, mais il n'y a pas de Triman. Il n'y aura pas de Triman. Voilà. Très bien. Le catalogue dont vous avez parlé pour l'Allemagne, est-ce qu'il y a un accès gratuit ou on le trouve sur le site de Lucide? Bien sûr, il y a un accès gratuit et il est actualisé en permanence. Donc il y a toujours des nouveaux produits qui sont listés et c'est quasiment impossible d'avoir pour l'instant la vue totale de tous les produits qui sont mis sur le marché en Allemagne, évidemment. Donc, le plus souvent, le registre même conseille de procéder par analogie en essayant de comparer et de trouver soi-même son produit sur ce catalogue. Et pour le cas où on ne le trouve pas, on peut procéder par analogie pour savoir si ces emballages sont concernés ou pas. Il est consultable gratuitement sur le site du Lucide. Donc, le site, on peut peut-être vous communiquer, c'est un mot en allemand, en fait, oui. c'est Verpackungsregister. Ben, ce que je ferai, c'est que, oui, je rajouterai sur la présentation, on mettra le lien vers le site. Ouais. Très bien. Une question d'Isabelle. Dans la mesure où on utilise un code emballeur pour la marque blanche, qui est considéré comme le premier metteur sur le marché dans ce cas? Pour la marque blanche, c'est-à-dire une marque distributeur. Oui. Alors, si on appelle quoi comme un code emballeur. Le code emballeur. Ce qui va compter, c'est la personne. Aussi, hein, théoriquement, ce qui compte, c'est la personne qui va être nommée sur l'emballage. Oui, mais si c'est un code et si c'est pas un nom, en fait, c'est ça la question. Mais il y a forcément un nom. Et il y aura aussi, bien sûr, le nom de la société qui a utilisé le code emballeur. Oui, et donc forcément, c'est par rapport à cette société-là qu'il faut. C'est cette société qui est responsable. Oui. C'est celle qui appose le code emballeur et qui est responsable, donc, qui est considérée comme le premier metteur sur le marché. Parce qu'une société pourrait tout à fait apposer. Est-ce que c'est l'entreprise qui va commercialiser sous marque blanche ou est-ce que c'est l'entreprise qui appose le code emballeur? Alors, en fait, il y a une exception qui consiste à dire si il n'y a seulement la référence de l'entreprise à laquelle on livre en Allemagne et pas aucune référence à l'entreprise qui livre, le fournisseur français. Dans ce cas-là, le fournisseur français est exempté de toutes ses responsabilités et c'est au client allemand de faire ça. Client allemand. Alors, on dit marquage ou référence. En fait, je pense que la question, c'est si le code barre vaut comme une référence ou un marquage au sens de la loi, et donc si cette exception prend ou pas. Non, mais surtout, parce que c'est la société qui va être marquée, qui aura aussi, normalement, la responsabilité. En fait, en cas d'un produit défectueux, il faudra assimiler ça à la société qui a la, comment on appelle ça? La responsabilité du produit, oui, voilà, à qui on va s'adresser. Et s'il n'y a que la société
qui est marqué en Allemagne, on peut bien vérifier, mais je ne pense pas que dans ce cas, le code emballeur ait une importance. C'est le code de la société française qui est sur l'emballage. Oui, voilà. Donc, c'est vraiment peut-être un point à on peut vérifier peut-être faire repréciser la question la loi dit le nom ou la pour marque. savoir qui… La loi, elle dit bien le nom, Le nom ou la marque. Le nom ou la marque. Seul le nom, si l'emballage mentionne seulement le nom et la marque du client allemand pour l'emballage MDD, produit MDD, dans ce cas-là, l'entreprise est exemptée. C'est le client allemand qui prend en charge. Exactement, voilà. Je voudrais juste revenir sur la question de tout à l'heure, sur ma réponse, sur les emballages des déchets d'un produit, équipement électrique et électronique, et sur l'exception du Triman. L'exception du Triman, elle s'applique au produit, mais elle ne va pas s'appliquer à l'emballage. Parce que l'emballage, effectivement, comme théoriquement le produit électrique est à marquer avec le Triman, lui, il est exempté d'apposer le Triman parce qu'il a déjà la poubelle barrée. Par contre, l'emballage autour de ce produit, s'il est recyclable, aura une obligation de marquage avec le logo Triman. Oui, voilà. Donc, voilà, j'étais peut-être pas. Voilà, oui, parce que là, on parle de l'emballage. Oui, parce qu'on ne parle pas d'emballage. Et voilà. Par rapport à la question avec le code, je dirais qu'il faut procéder un peu par analogie. Et donc, à partir du moment où vous mettez le code barre de la société française est apposé sur un emballage exporté en Allemagne, l'exception ne peut pas prendre. Et donc, la société française est responsable des obligations dans la mesure où elle est responsable juridique de l'emballage au moment. Il n'y a pas le nom, moi je ne crois pas. Donc ça, il faudrait vraiment refaire. Il faudrait vérifier en fait au mieux avec le registre. Le code emballeur est différent du code barre, hein. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est vraiment le code emballeur spécifique. Ça, ça n'a. Bon, on va reprendre la question de cette personne pour aller plus dans le détail. Question de Thomas. Pour la réalisation de l'enregistrement et des déclarations auprès du registre du CID, est-ce que les éco-organismes peuvent réaliser cette prestation pour le compte du metteur sur le marché? Non. Les éco-organismes qui peuvent exister sur certaines… On parle des éco-organismes allemands ou français? Je ne pense pas. Donc, en fait, pour les enregistrements et les déclarations, aucun prestataire extérieur ne peut les réaliser. Ça doit être vraiment la société elle-même. Le metteur sur le marché, qui doit le réaliser. Et il y a une vérification. C'est-à-dire qu'on va vérifier par les adresses IP si vraiment… c'est bien l'entreprise. Oui. Et là-dessus, ils mettent vraiment l'accent dans la loi, justement, parce qu'il y a eu pour éviter des abus, justement, pour qu'il y ait… voilà. Il faut vraiment que la responsabilité de la déclaration incombe au metteur sur le marché. Une question d'Ophélie. Les seuils allemands sont-ils annuels? Les seuils que vous avez donnés. Oui, exactement. Oui, annuels. Oui, c'est ça. Une question de Christophe. Quel incoterme pour l'Allemagne faut-il utiliser pour ne pas être responsable de l'emballage? Uniquement Xworks? Pour ne pas être responsable de l'emballage. Je ne les ai pas tous en tête, mais normalement, il y en a deux. Xworks et l'autre… Il faudrait vérifier. On vérifiera là aussi, puis vous nous donnerez la réponse qu'on communiquera à la personne. Une autre question de Christophe. Quid de la transposition sur d'autres pays? Alors, Pays-Bas, Belgique, Portugal. Là, je crois qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas faire les 28 pays, enfin les 27 pays de l'Union européenne. Donc, juste rapidement, on peut peut-être avoir les grandes lignes. Voilà. Aux Pays-Bas, aucune obligation de l'exportateur, sauf pour les ventes par correspondance. Donc là, c'est récent, c'est nouveau. Pareil en Belgique, uniquement l'importateur est responsable, sauf dans le cas de la vente par correspondance. Et en Belgique, par contre, il y a possibilité d'effectuer, tout comme en Espagne ou en Autriche, qu'un exportateur étranger se substitue pour l'adhésion au système, aux déclarations à son client dans le pays. Il y avait Pays-Bas, Belgique et… Pays-Bas, Belgique et Portugal.
Portugal, les sociétés étrangères ne peuvent pas adhérer. En aucun cas. Là, il n'y a même pas de mandat, il n'y a aucune délégation possible. Pour les ventes par correspondance, il faudrait que je vérifie. Je vais vous le communiquer. Alors, autre question, il y en a beaucoup. Hein. Pouvez-vous préciser la définition de premier metteur sur le marché pour l'Allemagne? Un exemple, si ma société française qui stocke en France vend des produits uniquement à des distributeurs allemands, qui est le premier metteur sur le marché dans ce cas-là? Ça va dépendre du contrat que vous avez conclu avec votre client allemand. C'est le responsable juridique des emballages au moment du passage à la frontière. Si c'est vous qui assumez le risque de livraison quand les emballages entrent sur le territoire allemand, c'est vous qui êtes considéré comme premier metteur sur le marché en Allemagne. C'est à vous que revient l'obligation d'adhésion à un système dual, d'enregistrement au registre et d'effectuer des déclarations au registre. Notre question d'Isabelle, dans la mesure où on exporte dans tous les pays de l'Union européenne, quel est le sigle à utiliser? Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas un sigle unique. Il n'y aura pas, un sigle unique pour, comme on peut trouver sur la poubelle barrée. Non, il y a 4 pays. Il faudrait que je revérifie, mais il y a l'Espagne, le Portugal, Chypre et la Grèce de tête qui sont les seuls pays qui aujourd'hui demandent le point vert. Donc, dans tous les autres pays, vous n'avez pas d'obligation d'apposer un logo. Donc, sauf pour la France, évidemment. Est-ce qu'il existe justement toujours au niveau des autres pays européens un équivalent de Lucide? Est-ce que dans chaque pays, on a un organisme tel que ça existe en Allemagne? Je crois que là, vraiment, c'est une création allemande. C'est une originalité allemande. En fait, on a constaté qu'il y avait des abus dans le système avec la réglementation intérieure. C'est pour ça qu'on a décidé de créer, enfin le législateur a décidé de créer en Allemagne cette autorité qui a vocation à contrôler si les déclarations effectuées auprès du système dual et auprès du registre correspondent. Question de Loïc, comment et de quelle manière la quantité de déchets mis sur le marché allemand est-elle contrôlée? À quelle fréquence et auprès de qui? Du système dual ou de Lucide? Du moment où une société dépasse les seuils indiqués, donc les 80 tonnes de verre, 50 tonnes de papier carton, elle devra faire, en plus de la déclaration qu'elle va faire au système dual et qu'elle fera auprès de Lucide, elle devra en plus faire la déclaration d'intégralité. Et donc, c'est au fait donc, une attestation d'un commissaire aux comptes ou d'un expert comptable. Et ce qu'il faut savoir, donc depuis 2019, cette déclaration d'intégralité devra être certifiée par un expert comptable ou un commissaire aux comptes qui sera lui aussi enregistré sur Lucide. Question d'Élise. Nous exportons des produits en B2B. Nos produits sont emballés avec du papier bulle et mis en carton. Nous n'avons donc pas d'obligation. Point d'interrogation. Tout dépend du produit. Et là, il y a vraiment le catalogue parce qu'on part sur du ménager et assimilé ménage. Et donc, il faut vraiment regarder le produit. Et le pays. Ah oui, d'accord. Je pensais à l'Allemagne là. Oui, oui. C'est pas spécial. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment, est-ce qu'il est ménager, est-ce qu'il n'est pas ménager et quelle obligation par rapport. Ah oui, tout à fait. Allez, j'ai une précision d'Isabelle par rapport au code emballeur. Le code emballeur n'est lisible que par les douanes et le nom de la société qui produit n'est pas indiqué. Voilà, donc c'est bien la société qui est marquée, c'est marqué bien la société qui est marquée sur l'emballage et qui est la marque indiquée. Donc, une question de Cédric. On déclare son activité à Lucide si l'entreprise exporte vers l'Allemagne, mais c'est le distributeur allemand qui paye la contribution emballage. Non, c'est forcément la personne qui paye, qui contribue à un système dual qui s'enregistre auprès de Lucide. Donc, effectivement, il y a la définition du premier metteur sur le marché, la responsabilité, mais il se peut tout à fait
que vous soyez première metteur sur le marché, mais que dans l'accord que vous avez avec votre distributeur allemand, il a été convenu que c'est lui qui prend en charge et qui déclare les emballages auprès d'un système dual. Et c'est toujours la personne qui déclare auprès du système dual qui va s'enregistrer. Parce que la déclaration qui sera faite auprès du registre et auprès du système dual, ils vont être recoupés. Donc, c'est vraiment cette double déclaration sert à justement vérifier que tout a été déclaré correctement et donc on ne peut pas déroger à cette règle. Une autre question de Nathalie. Comment accéder à l'ensemble des sociétés enregistrées sur Lucide? C'est un registre public et c'est marqué sur le site. Oui, sur le site. On trouve la liste. Le registre des producteurs. Une autre question de Nelly. Savez-vous si pour la réglementation des 3E, les transpositions allemandes, italiennes, espagnoles reprennent les mêmes règles de responsabilité, c'est-à-dire premier metteur sur le marché pour l'Allemagne et société basée sur le territoire pour l'Italie et l'Espagne? Est-ce que pour… Alors là, on sort du champ de… Oui, pour les D3E, la transposition, elle est quasiment identique dans tous les pays. Donc là, la directive, elle a été transposée de façon identique dans tous les pays membres. Et c'est toujours l'importateur qui est, dans le cas de vente au distributeur, c'est toujours l'importateur qui est responsable et une société étrangère peut reprendre les obligations à condition qu'elle nomme un représentant, donc ce qu'on appelle Authorized Representative, dans le pays. Une question de l'or. En Allemagne, il n'y a pas de code emballeur à imprimer? Point d'interrogation. Là, c'est pas… On va regarder, on vous tiendra informé. Ensuite, une question de Georges. La contribution type CITEO en France, calculée en fonction de la composition des emballages, existe-t-elle sous une forme similaire dans les autres pays? Existe-t-il un comparatif récapitulatif du mode de calcul selon les pays? Est-ce qu'on aurait un document qui recenserait? À ma connaissance, non. Je ne pense pas, malheureusement. C'est peut-être à faire. Hein. Justement, pour l'Allemagne, par exemple, on propose cette prestation de recherche parce que justement, les prix dépendent en fait des volumes de l'entreprise. Et à chaque fois, on peut obtenir des offres différentes, individualiser des systèmes duals. C'est un peu difficile de donner quelque chose de récapitulatif. Une question de Nelly. Est-ce qu'à votre connaissance, on a une future harmonisation européenne pour le logo Triman? Est-ce que vous pensez que notre logo Triman va s'étendre à d'autres pays? Non. A priori, non. C'est pas prévu en tous les cas pour le moment. C'est pas prévu. Voilà. Non, et je pense que l'idée de la France de vouloir l'imposer… Alors, est-ce que vous pourriez nous donner, mais on le fera peut-être… pas en direct, mais les noms des 9 dual systems pour l'Allemagne. Normalement, ce sera possible? Normalement, ils sont publiés sur le registre. On les trouve sur le registre, sur Lucide. Ouais. D'accord. Ouais, donc, bon, très bien. Donc, il faudra regarder le site de Lucide. Alors, on a ensuite une question. Pour la Belgique, qu'en est-il si on vend directement à des particuliers via un site web? Là, il y a une obligation. Il y a des obligations. À condition qu'on dépasse les 300 kg d'emballage. Il y a un seuil en Belgique qui s'élève à 300 kg. Voilà. Et puis, alors, c'est pas une question, mais une information qui nous est donnée. Tous les incoterms indiquent que le vendeur doit, à ses propres frais, emballer les marchandises, sauf s'il est d'usage dans la profession de transporter ce type de marchandises vendues sans emballage. Et la question? Voilà. Non, mais il n'y a pas de question, là, c'est une remarque, une information qui nous est donnée. Tous les incoterms indiquent que le vendeur doit, à ses propres frais, emballer les marchandises, sauf s'il est d'usage dans la profession de transporter ce type de marchandises sans emballage. D'accord, mais là, c'est au fait, donc, mais ça concerne… Apparemment, tous les incoterms… oui, c'est emballé, mais par contre, c'est au fait…
ce qui va être décisif pour l'Allemagne, c'est à qui appartient la marchandise, ou plutôt, comme tu le dis, comment. Celui qui supporte le risque de Voilà. la marchandise au moment de passage de la frontière. C'est en fait quand la marchandise entre sur le territoire allemand, qui supporte le risque de livraison de la marchandise. C'est cette société qui sera considérée comme premier metteur sur le marché en Allemagne. Mais on va vérifier avec les Incoterms. Il me semble qu'il y en a 2 où l'entreprise française n'est pas concernée. Bien. Bon, écoutez, je vois que l'heure tourne. Nous arrivons au terme de notre réunion. Je voudrais je vous remercie. Je remercie aussi nos deux intervenants. Nous restons bien sûr tous les 3 à votre disposition pour toute question sur ce sujet. Vous aurez nos coordonnées dans la présentation PowerPoint qui vous sera envoyée d'ici quelques jours. Et je vous informe aussi que ce webinaire a été enregistré et que vous pourrez le retrouver sur les pages YouTube de la CCI. Donc, n'hésitez pas à communiquer si des personnes n'ont pas pu assister, elles peuvent revoir le webinaire sur les pages YouTube. Avant de vous déconnecter, je vous remercie de prendre le temps de répondre à un rapide questionnaire pour évaluer le webinaire. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir.